Dernier plateau des municipales avant le second tour du 28 juin. Cette fois, on s'intéresse à la résilience des socialistes qui devraient conserver pas mal de villes où ils étaient sortants. On verra si ça leur donne des illusions sur leur pouvoir national. En attendant, on va s'intéresser à deux configurations, Rouen et Nantes, deux configurations différentes, mais qui se ressemblent au moins sur un point. Les espoirs écolos étaient assez élevés. Ils ont été douchés au profit des socialistes qui tenaient déjà ces mairies. On va en parler, essayer de comprendre le pourquoi, le comment avec nos deux partenaires, Gilles Triolier qui est cofondateur du Poulpe et Benjamin Perel qui est cofondateur de Médiacité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je le disais, parmi les nombreuses villes sortantes que le PS va probablement conserver dimanche soir, figure Rouen. On va commencer par cette ville. Une ville où tout le monde a en tête évidemment la catastrophe de Lubrizol qui s'est produite le 26 septembre dernier, catastrophe industrielle, qui a fait que tous les regards se sont un peu dirigés vers les écologistes, comme si cet événement allait automatiquement les faire gagner. Alors Gilles, il se trouve que c'est une vision qui s'est révélée assez simpliste. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi finalement les écolos, tout en ayant fortement progressé quand même, Plus que n'ont doubler pas leur score, ouais, réussi, voilà, n'ont pas réussi à complètement profiter entre guillemets de cet événement massif? C'était une vision simpliste, effectivement, tout simplement parce que le candidat socialiste Nicolas Meyer-Rothschild est arrivé en tête, 6 points de plus que la liste écologiste. Cette vision, cet effet quasi automatique de Lubrizol égale victoire des Verts, c'est plutôt la presse nationale qui l'a fait, qui l'a porté pendant la campagne. À chaque fois que les médias parisiens venaient à Rouen pour traiter de la campagne municipale, ils faisaient à travers le filtre de Lubrizol, évoquer d'entrée Lubrizol et donc les Verts. Donc on était sur quelque chose de quasiment prophétique plus que élaboré et rationnel. On avait interrogé le romancier rouennais, auteur de polar et qui est aussi politologue, Michel Bussy, dans nos colonnes à l'époque. Et lui, il nous l'avait très bien dit. Il avait dit, on est sur une pure construction journalistique, une prophétie autoréalisatrice et qui ne s'est pas réalisée dans les urnes. D'ailleurs, à l'inverse, localement, les écologistes locaux imaginer que ça n'allait effectivement pas leur être défavorable dans les urnes, mais se refuser de surfer à outrance là-dessus et d'établir une équation simpliste. Ils pensaient, d'ailleurs, on avait des lieutenants de Jean-Michel Baragowa, du candidat écologiste, qui nous disaient que ça devrait consolider au moins le vote, mais pas le booster. Eux, d'ailleurs, se basaient plus sur les bons sondages, sur les deux bons sondages qui les plaçaient en tête. Ils se basaient plus là-dessus que sur l'effet Lubrizol qui aurait été quasi mécanique. Mais est-ce que c'est en partie parce que les citoyens ont jugé que la chose était plutôt bien gérée par la mairie sortante? Je ne sais pas, parce que Nicolas Meyer-Rothschild, le candidat socialiste, ne s'est pas appuyé sur le budget, sur Sur le bilan, pardon, de l'équipe sortante. Il a tout fait pour justement décoller son étiquette socialiste, pour la mettre le moins en avant possible. Donc forcément, il n'allait pas s'appuyer sur le bilan. Non, je pense qu'il a gagné pour d'autres raisons. On va y venir. Ouais, on va y venir. Alors oui, je voulais faire le détour à Nantes avant de parler un peu plus en détail des candidats eux-mêmes, puisque c'est une autre grande ville, une autre grande métropole où les espoirs écologistes étaient assez grands. Dans un article, Médiacité rappelle, je crois que c'est Yannick Jadot qui pronostiquait dans les villes gagnables. Exactement. Voilà, gagnable cette ville. Alors là aussi, Europe Écologie a progressé dans des proportions quand même largement moindres qu'à Rouen, mais n'a pas réussi donc à gagner. Est-ce à dire que les attentes étaient trop fortes? Ça arrive hein, quand on croit que le national débouche forcément sur des succès locaux. Ou est-ce que on peut vraiment parler d'un échec objectif, même en tenant compte des difficultés à transférer des succès nationaux à des succès locaux? Je crois que à la différence de Rouen, il n'y a pas eu d'emballement ou de prophétie liée au national. Localement, les Verts y croyaient. Alors, la prophétie de Jadot, enfin la prophétie, l'estimation de Jadot comme Nantes ville gagnable, elle venait pas de n'importe où.
elle se basait notamment sur le score qu'avaient réalisé les Verts aux européennes, donc il y a un an. Et à l'époque, ils font 24,3% des voix, quand le PS, dont est issue la maire sortante de Nantes, fait moins de 10. Donc évidemment, à ce moment-là, se crée dans l'esprit de Yannick Jadot, mais aussi dans l'esprit des Verts locaux, l'idée que Nantes est gagnable, qu'il y a une dynamique, que c'est possible. Et c'est vrai que les espoirs ont été sévèrement douchés, parce que là, au premier tour des municipales, ils font donc 19%, quand la maire socialiste sortante fait, elle, plus de 30%. Mais alors, localement, ils expliquent qu'il y a une progression, que 6 ans auparavant, les écolos plafonnaient à 14%, et que donc là, il y a une progression de 5 points. Mais nous, on s'est amusé, entre guillemets, à aller regarder un peu ce que ça disait en voix. Alors qu'il y a une dynamique quand même écologique au niveau national, que dans beaucoup de métropoles, effectivement, les écologistes gagnent beaucoup de voix. À Nantes, c'est minime. Entre 2014 et 2020, ils gagnent 185 voix. Donc 185 voix, c'est rien du tout. Rien. Par comparaison, à Lyon, c'est plus de 17 000 voix. À Toulouse, c'est plus de 15 000 voix. À Lille, c'est plus de 3 500 voix. Donc, objectivement... Lille qui est peut-être le meilleur point de comparaison, parce que là aussi, on a une maire sortante puissante. Exactement. Exactement. Et on a aussi eu des Verts qui étaient intégrés à l'équipe sortante comme à Nantes. Donc, c'est effectivement le point de comparaison peut-être le plus pertinent. Mais quoi qu'il en soit, ça dit bien qu'ils n'ont pas réussi à transformer les espoirs en une dynamique électorale. Et oui, objectivement, on peut parler d'échec. Alors après, ils vont essayer de le transformer en expliquant qu'ils ont négocié un meilleur accord qu'il y a 5 ans. Et effectivement, ils ont réussi sur certains dossiers à faire bouger un petit peu le programme de la candidate socialiste Johanna Rolland. Mais c'est pas la vague verte qu'ils espéraient. Alors, on le disait, dans les deux cas, on a des mairies socialistes qui sont déjà tenues par les socialistes. Alors, je vais vous faire raconter peut-être un peu plus comment les candidats socialistes ont profité, ont mis à profit leur implantation préalable, et comment ils se sont débrouillés avec l'étiquette socialiste qui reste la leur, en tout cas au moins officiellement. Peut-être on commence par le candidat Nicolas Mayer-Rossignol à Rouen, qui fait partie de l'héritage Fabius. Gilles, j'aimerais t'entendre sur ce candidat qui finalement réussit son pari, alors que dans un papier où vous lui consacriez un portrait, bon, c'est très équilibré, mais enfin, ça commençait quand même un peu durement, où vous expliquez que c'était la bonne personne au mauvais endroit. Oui, c'est ce qu'on écrivait. Ouais. Mais bonne personne parce que c'est quelqu'un de jeune qui est présenté comme brillant, hautes études, Stanford, les mines, quelqu'un de jeune, en même temps expérimenté, qui a pu faire ses preuves à la région. Donc voilà, la bonne personne, c'était pour ça. Mauvais endroit parce qu'il arrivait au mauvais moment, quoi. En fait, en fin de Fabuzy, qui après avoir gouverné région, métropole, ville pendant longtemps, était en bout de course, se disloquait après les défaites successives et le départ de l'ancien Premier ministre au Conseil constitutionnel. Donc on avait un contexte qui était très peu favorable aux socialistes. Mais Nicolas Mayer-Rossignol a réussi à faire une campagne assez dynamique, même si à Rouen elle a été assez atone. Lui, il a commencé très tôt. Et même si le PS nationalement était vraiment en bout de course, on avait oublié que localement, il conservait une structure militante organisée, disponible et qui s'est mis en route très tôt. Et même si lui a mis en avant plutôt le côté société civile de sa liste, qu'il a appelé Fier de Rouen, il a tout fait pour décoller doucement son étiquette socialiste dont il parlait très très peu. Et il s'est tout de même appuyé sur une structure militante socialiste qui fonctionne encore dans la région. Donc il a réussi à contrer les pronostics et le fait qu'on voyait tous un PS fabusien en bout de course, notamment à la ville. Et il est parvenu à gommer cette étiquette-là et à terminer 6 points devant. Ouais, et je renvoie vers le papier du Poulpe aussi pour comprendre comment il a essayé de préempter les thèmes écologistes avec un relatif succès. Il a verdi son discours considérablement. Le PS ici fabusien est plutôt à tendance productiviste.
il a mis l'accent sur l'écologie, mais d'une façon qui avait été rarement portée par le PS ici. Donc, était-ce sincère ou pas, on le verra s'il est élu dimanche, ce qu'il portera comme politique. Mais en tout cas, dans le discours, c'était considérablement verdi, notamment sur un gros projet pour la métropole rouennaise, qui est le contournement autoroutier de Rouen, qui est un projet de longue date, que certains attendent, mais qui est toujours dans les tuyaux. Le PS ici a toujours été a toujours sollicité l'État pour que ça se fasse. Et lui est le premier à tenir un discours légèrement différent. Alors, même s'il n'a pas dit clairement qu'il était contre ce projet, il dit maintenant qu'il veut accorder la préférence au train. On voit l'évolution dans le discours. Et je pense qu'il a réussi, oui, à gagner du terrain sur le discours des Verts, sur la politique des Verts, et à convaincre les électeurs là-dessus. Ouais. Benjamin, du coup, même question à propos de Johanna Rolland. Est-ce qu'elle a accompli des efforts de ce type-là? Parce qu'on a l'impression quand même que les relations avec les Verts sont assez tendues localement. Est-ce qu'elle a essayé de donner des gages écologistes et sur quelles autres cordes elle a joué pour faire valoir son statut de maire sortante? Alors oui, donner des gages écologistes, elle l'a fait, mais elle avait peut-être moins qu'ailleurs besoin de le faire parce que faut se souvenir que Johanna Rolland, c'est l'héritière de Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault arrive à Nantes en 1989 et déjà, c'est pas un socialiste productiviste comme ça peut être le cas à Rouen. C'est lui qui introduit le retour des premiers tramways dans les grandes métropoles. C'est les premiers bus en voie propre, c'est les vélos en libre service, etc. Il y a déjà des marqueurs, je vais dire, un peu verts dans la politique socialiste à Nantes. Et en fait, Johanna Rolland, elle s'inscrit dans cette lignée-là en développant, alors elle, ce qu'elle a appelé la social écologie. Donc, c'est vraiment on va dire son gimmick, qu'elle martèle à longueur de campagne. Et ses propositions étaient déjà un peu vertes. Les premières propositions de sa campagne, alors déjà vous avez aucune mention du PS sur la campagne, ni point, ni rose, rien du tout. Et ses premières mesures, ses premières propositions, c'est du bio et du local dans les cantines, zéro plastique dans les cantines, c'est des îlots de fraîcheur dans la ville. Donc elle est déjà dans une dynamique, on va dire, un peu verte, avant même d'avoir à fusionner avec les écologistes. Et les points de crispation, ils se font plus sur la gouvernance, c'est-à-dire comment justement est-ce que j'anime une majorité un peu composite avec les Verts et je leur laisse un peu voix au chapitre, et puis sur quelques gros projets un peu phares autour de l'attractivité nantaise qui pose problème parce que 13 000 habitants de plus dans la métropole chaque année, voilà, il faut les loger, ça crée des soucis et tout et tout. Et donc c'est là-dessus que se sont fait les grosses dissensions. Mais elle bénéficiait déjà d'un héritage, on va dire, un peu vert, et elle a continué, elle, sur cette tendance-là. Et ses rapports avec le PS sont finalement hyper distants. Il y a au final peu de militants PS sur la liste qu'elle présente là au second tour. Le PS, elle considère que c'est un archipel, je ne sais plus ce qu'elle disait, j'avais noté, un archipel d'ego et de clans. Donc elle a vraiment pris ses distances par rapport au parti. Je pense que à Nantes, ce sera pas une victoire PS, ce sera la victoire de la maire sortante Johanna Rolland. Oui, là aussi, c'est un cas typique de l'autonomisation de ces élus par rapport au parti national. On va terminer ce plateau avec une question pour tous les deux, assez brièvement. Est-ce que vous pouvez juste nous dire voilà, les issues probables pour la métropole, parce qu'on a cessé de le dire à Mediapart, les villes-centres, ça compte, mais enfin, là, aujourd'hui, beaucoup de compétences, beaucoup de budget se situent au niveau des intercommunalités et des métropoles. Dans chacun de vos cas, comment ça se profile? Je commence avec vous, avec toi, pardon, Benjamin, parce que oui, c'est là où c'est le plus simple. Voilà, la situation sera plus intéressante à Rouen. On laisser un peu plus la parole à Gilles. À Nantes, rien ne devrait changer, puisque finalement, Nantes est à la tête d'une métropole qui comprend au total 24 communes. Nantes est ultra dominante. Les principales villes autour de Nantes sont aussi gérées jusqu'à présent par le PS et pour la plupart devraient le rester, ou alors par des maires de gauche. Donc Nantes va garder la présidence de la métropole et en fait rien ne changera. À ce niveau-là, il faut pas s'attendre à des bouleversements. Je crois que c'est pas le cas à Rouen. Gilles, tu veux dire? Non. Ouais. Alors on pourrait avoir un bouleversement parce que la tradition ici est que le maire de la ville-centre n'est pas le président de la métropole. Et Nicolas Maillard-Rossignol, pour la première fois, lui dit « Moi, je veux être président de la métropole aussi ».
et surtout d'ailleurs, devrait-on entendre, parce que c'est là où se situent les budgets. La ville de Rouen est exsangue, et ces leviers de décision et budgétaires se situent à la métropole. Si il est bien élu dimanche soir, clairement, il devrait pouvoir aussi gagner la métropole à la mi-juillet. Maintenant, on a un parti socialiste qui est toujours très puissant sur la rive gauche de Rouen et qui n'est pas forcément totalement raccord avec Nicolas Meyer-Rossignol. Donc, il peut toujours y avoir quelque chose qui vienne, on va dire, de l'ex-Fabuzy, pas trop raccord avec Meyer-Rossignol. Il peut y avoir aussi un agglomérat de petites communes avec des élus LREM et de droite. Enfin, il reste du suspense pour la métropole, même si on peut penser que si Nicolas Meyer-Rossignol gagne clairement la mairie de Rouen, ça devrait passer aussi le 15 juillet par la métropole. Mais voilà, encore un petit peu de suspense à ce niveau-là. Très bien, merci à tous les deux. Je rappelle encore une fois que les abonnés Mediapart dans leur espace avantage peuvent plus facilement aussi consulter vos propres sites. Et puis pour tous les autres, même ceux qui ne sont pas abonnés à Mediapart, je les invite à découvrir vos sites respectifs, que ce soit Le Poulpe ou Médiacité, qui couvre plusieurs grandes villes. On avait parlé de Lyon avec Nicolas Barrican il n'y a pas si longtemps. Écoutez, merci à tous les deux. Merci à toi et à bientôt. Merci beaucoup. À très vite.